Arthur Miller, bonsoir. Vous venez de c'est Grasset, éditeur français, qui vient de faire paraître la traduction de vos mémoires, votre autobiographie, le titre Au fil du temps, une vie, donc aux éditions Grasset, traduit de l'américain par Dominique Rueff et Marie-Caroline Aubert. C'est un gros livre de 500 pages, tout à fait passionnant, mais on va en parler. Alors, vous ne parlez pas très bien le français, mais je vais quand même vous demander de répondre en français à ma première question, parce qu'à un certain moment dans le livre, on dit que vous parlez un français scolaire. Est-ce à dire que vous avez appris le français à l'école ou à l'université? Oui, dans l'école high school. Oui. C'est avant le collège. Mais c'était il y a longtemps. Longtemps, oui. Je parle français comme un enfant. C'est un mauvais exemple pour les autres enfants. Mais vous lisez mieux le français que vous ne le parlez. Oui. Oui. Donc vous avez pu lire un peu la... Je manque de pratique à parler. C'est ça. Restez longtemps en France et vous parlerez très bien. Je vous présente mes deux invités avec qui vous allez parler. Il y a donc François Perrier, qui remporte un triomphe au théâtre avec une de vos pièces, Mort d'un commis voyageur, qui a été représentée à l'Odéon, qui est maintenant en province. Philippe Labro, qui connaît très bien l'Amérique, il est journaliste, directeur de RTL, il est aussi cinéaste et romancier. Et puis, à côté de vous, il y a une chaise vide, un fauteuil vide. Il sera occupé tout à l'heure par M. André Brink, qui est un écrivain sud-africain, qui était de passage à Paris. Et comme vous ne vous connaissez pas l'un l'autre, j'ai pensé que c'était une bonne occasion de vous faire rencontrer. Donc, il viendra tout à l'heure, un quart d'heure ou 20 minutes de la fin de l'émission. Une question, alors maintenant je voudrais qu'on entende, il y aura une traduction simultanée, mais je voudrais qu'on entende votre voix parlant bien l'américain. Je demanderai donc à Philippe Labro de traduire la réponse à cette première question. Vous dites que le succès vous a toujours donné un sentiment de culpabilité. Pourquoi? I'm not sure of that answer. I suppose because I started out really as a worker, and I felt that's where I belonged. And so when I started to leave that status, I felt I was leaving other people behind. Philippe Labro. Arthur Miller pense que la culpabilité en question vient du fait qu'il a commencé dans la vie en travaillant de ses mains, comme ouvrier en réalité, et que par conséquent, lorsqu'il a quitté le monde du travail, le monde des prolétaires, il a toujours eu l'impression d'abandonner, de laisser derrière lui sa véritable communauté. C'est peut-être pour ça qu'il a cette mauvaise conscience. Oui. Et il dit aussi que la célébrité, c'est une autre forme de la solitude. Mais c'est quand même une solitude agréable. Sometimes it's pleasant and sometimes it isn't, because mais pas toujours. You wish you could simply On aimerait approach people, but pouvoir then rentrer en they rapport avec always les want gens, something from you. mais ils veulent toujours And obtenir that makes quelque it chose difficult. de vous. Or a lot of Alors, them do. ça ne facilite pas les choses. Enfin, beaucoup d'entre eux cherchent à obtenir quelque chose, en tout cas. Bien, alors, Monsieur Miller, nous allons jouer une sorte de pièce de théâtre impromptue en 4 actes. Le premier acte, ce sera le dramaturge, l'homme de théâtre Arthur Miller. Le deuxième acte, ce sera l'homme dans la cité, c'est-à-dire l'intellectuel engagé. Le troisième acte s'intitulera le mari de Marilyn Monroe, ou bien Marilyn Monroe, épouse de Arthur Miller. Et enfin, le quatrième acte, ce sera votre rencontre avec André Brink sur ce plateau d'Apostrophe. Alors je commence. Le premier acte, c'est donc l'homme de théâtre. Vous vous rappelez que vous êtes allé pour la première fois au théâtre à l'âge de 8 ans. Mais est-ce que vous vous rappelez la pièce que vous avez vue? I don't remember the title, but I Je ne me souviens remember pas du the titre. kind of play. It was a Mais melodrama je sais que c'était un in which mélodrame. a lot of people on board a Et ship were pas mal de gens looking qui étaient for à a bord d'un cannibal navire who qui was étaient à la recherche d'un cannibale. had hidden a bomb on the ship. Et And the wonderful thing was that the deck of the ship was ce qui était swaying. formidable, c'est que le And navire of course, tanguait. the audience knew where the bomb was, but Et il y all avait, these il y avait stupid donc une people bombe on à board bord du navire, et le could navire not tanguait, tell where it was, mais les so gens ne savaient pas où elle everybody était. was trying to point out to them Et where donc, this bomb on was. essayait justement de préciser And où se it trouvait was la made a bombe. great impression on Et me. j'étais très, très, très impressionné en tant qu'enfant. Un détail intéressant pour tous les apprentis auteurs dramatiques en France, c'est que pendant une dizaine d'années, vous avez essuyé des refus de la plupart des directeurs de théâtre, des producteurs de théâtre. Ça ne vous a pas découragé? Well, I was discouraged, but I Oui, felt j'étais découragé, mais I belonged in this je pensais métier. que
C'était mon monde à moi, que ce métier, je devais en faire partie, je l'adorais et je ne pouvais pas envisager de faire autre chose. C'est pourquoi je me suis obstiné et j'ai gagné ma vie en écrivant des scénarios pour la radio. Je détestais cela, mais enfin ça me permettait de gagner de quoi subsister, parce que ça aussi, il faut bien manger. Mais effectivement, ça a été décourageant pendant un bon moment. Mais en fin de compte, j'ai décidé d'écrire une pièce où chacun des instants serait tout à fait clair pour moi, et ils étaient tous mes fils. Et lorsque j'ai fini d'écrire cette pièce, tout le monde voulait la mettre en scène. Ouais. Et ça a été votre premier succès. Et vous disiez d'ailleurs, vous dites dans le livre d'ailleurs que vous vous êtes dit c'est ma dernière chance. Si ça ne réussit pas, cette fois j'abandonnerai. Et ça a... Oh, absolutely. I was then approaching 30 years of age, and I je had a n'étais wife pas loin de la and a child, trentaine, and j'avais I une did not femme, propose déjà un to enfant, et je n'envisageais sit pas around the theater waiting de for rester the comme lightning ça to à strike tourner me. autour du théâtre et à y So I traîner en put attendant everything in 2 years que ça se passe. of work Donc into that play. j'ai consacré 2 années de travail à cette pièce. Est-ce que d'entrée, vous considériez que l'art, et donc le théâtre, doit servir à, je dirais, éduquer la société, transformer la société? Well, I grew up in the 30s. Vous savez, j'ai grandi ou j'ai mûri dans les années 30. Et à cette époque, le théâtre révolutionnaire, le théâtre a été transformé, bouleversé. Et New York était une ville où ça se passait de façon très spéciale. Donc, on pensait que le monde pouvait être changé par ce qui se passait sur les planches. Et c'était une conviction que je partageais avec d'autres. Et je pense que c'était l'apogée du théâtre à l'époque. C'était juste avant l'avènement d'Hitler et la Grande Guerre et la Deuxième Guerre. Mais c'est toujours votre conviction d'homme de théâtre que le théâtre doit servir à transformer la société? Je veux croire que c'est possible. Je ne sais pas comment m'y prendre, mais je veux croire que c'est possible. Alors, une chose est tout à fait étonnante, c'est qu'on s'aperçoit que lorsque vous allez écrire une pièce, lorsque vous avez choisi le sujet, vous allez faire une enquête sur le terrain, comme un reporter. Jusqu'à un certain point, effectivement. Je veux que mes pièces aient une signification pour les gens qui ont un bon sens commun. Je veux qu'ils se disent, oui, ça correspond à la réalité des choses. Et maintenant, s'il faut vérifier certains faits, eh bien, je veille à bien les vérifier. Mais je donne un exemple. Pour écrire Vue du pont, vous avez fait une véritable enquête sur les docks et sur toutes les gangsters dans les syndicats américains. Vous avez donc fait vraiment une enquête sur le terrain, et parfois même dangereuse. Effectivement. En effet, parce que les débardeurs je pensais que si un débardeur voyait ma pièce, il devait penser, voilà, ça c'est la réalité. Oui, c'est ça. Au fond, oui, Philippe. Non, c'est pas seulement que Arthur Miller avait envie que les ouvriers le long des quais disent c'est la vérité. Il y a une phrase très importante, selon moi, sur son art de dramaturge, c'est quand il dit très tôt dans le livre que, au fond, toute sa vie, s'est imposé une règle, c'est que jamais une femme aux cheveux décolorés, illettrée, innocemment vulgaire mais tendre et aimante, ne soit déçue par une de ses pièces. Je trouve que c'est une définition qui mérite une explication d'ailleurs, parce qu'on pourrait la prendre de façon un peu méprisante vis-à-vis du public. Je crois plutôt qu'au contraire, elle signifie que vous vouliez que l'homme moyen, la femme moyenne, the average American, accepte et aime vos pièces tout de suite. That's the case, yes, that's true. C'est cela, oui. I feel, in fact, that one of the weaknesses Je of our crois theater que l'un des points faibles de notre théâtre actuel, c'est que le public est morcelé, atomisé. Il y a les gens instruits qui ne se mélangent pas aux gens moins instruits. Et donc, on constate qu'il y a des cliques qui se constituent, des clans. Alors que, à la grande époque du théâtre grec ou du théâtre shakespearien, eh bien, c'était un tout. La société était amalgamée, se retrouvait au théâtre, ensemble. Et il fallait que Shakespeare se fasse comprendre non seulement aux gens très instruits, mais également aux citoyens moyens, moins instruits. Et par conséquent,
3 ou 4 siècles plus tard, eh bien, les pièces de Shakespeare sont toujours claires, compréhensibles et magnifiques pour beaucoup de gens. Alors, je me tourne maintenant vers l'homme de théâtre qui est François Perrier. Et vous jouez donc actuellement Mort d'un commis voyageur. Et le hasard a bien fait les choses parce que vous ne le jouez pas ce soir. Ça, vraiment, merci le hasard. Est-ce que... Alors, vous avez donc lu ce livre. Est-ce que vous avez appris des choses à la fois sur Arthur Miller ou sur le Mort d'un commis voyageur, parce qu'il en parle beaucoup dans son livre, que vous ne saviez pas? Je ne connaissais que l'auteur par ses œuvres, et j'ai eu l'occasion de rencontrer l'homme et de découvrir l'homme par cet écrit extraordinaire qui m'a d'ailleurs absolument fasciné, parce que c'est précis, c'est clair. C'est un homme, on a l'impression qu'il voit toujours juste, qu'il ne se trompe pas. Et j'espère que ça ne le choquera pas. J'ai eu l'occasion d'avoir des rapports très étroits avec Sartre. Et j'ai retrouvé un homme du même genre, alors qu'ils n'ont rien de commun. Mais des gens aussi clairs, aussi précis, oui, rigoureux et qui ont une acuité extraordinaire. Ouais. Et ça, c'est très très important au théâtre. Et en effet, je partage tout à fait le point de vue d'Arthur Miller. Il faut absolument que tous les publics comprennent, et il ne faut pas qu'il y ait plusieurs publics. Il n'y a qu'un public. Oui. Et alors, sur Mort d'un commis voyageur, vous avez vu que ce sont des personnages qu'il a connus, y compris même des gens de sa famille qui lui ont servi pour le rôle que vous jouez. Il dit d'ailleurs dans le livre que chaque fois qu'il a parlé de cette pièce ou que des gens ont vu cette pièce, les gens ont dit « Ah, mais mon père !» et se sont mis à lui parler de leur père. Et moi, le jour où j'ai lu l'adaptation de Jean-Claude Grimbert, j'ai dit ben, il faut que je joue cette pièce parce que mon père était représentant de commerce et je veux absolument jouer cette pièce parce que je retrouvais dans Willy Loman des caractéristiques de mon père. Oui. Alors, Loman, vous racontez comment vous avez trouvé ce nom, Willy Loman, qui est donc le rôle que vous jouez avec les enfants Loman, les deux fils Loman. C'est un mot qui vous vient d'un film. Vous vous rappelez, voulez-vous raconter ça? Yes, many scholars thought I intended bon nombre d'érudits pensaient que je voulais dire low man. En français, l'homme dont le statut est bas, inférieur, subalterne. En fait, le nom a été tiré d'un film. Docteur Mabuse. Dr. Mabuse. Le docteur Mabuse. Et le nom vient du fait qu'il y avait un détective qui s'appelait Loman. Mais j'avais complètement oublié ça parce que je l'avais vu 10 ans auparavant. Et donc c'est un nom qui est hurlé par un autre détective qui est pris de terreur. Il l'appelle Loman. Il hurle après lui. Et ensuite les lumières s'éteignent. Alors, c'est absolument épouvantable. Et ensuite, dans la scène suivante, il est dans un asile d'aliénés. Et il est là, au téléphone, et il dit « Loman, à votre place ». J'avais complètement oublié cela lorsque j'ai écrit la pièce. Et ce n'est que lorsque j'ai revu ce film que j'ai été absolument ahuri de voir que j'avais pris ce film, emprunté ce livre à ce film de Fritz Lang. Alors, je vais vous faire, je pense, une bonne surprise, Arthur Miller. Vous n'avez encore pas vu François Perrier jouant la pièce Mort d'un commis voyageur. Je vais vous en présenter un extrait. Je signale que donc elle a été créée au Théâtre de l'Odéon, dans une adaptation de Jean-Claude Grimbert et dans une mise en scène de Marcel Bluval. Et dans la scène qu'on va voir, c'est François Perrier, Willy Loman, avec Claude Winter, qui joue Linda Loman, son épouse. Voici donc un extrait de Mort d'un commis voyageur. Tu ne peux plus continuer à rouler comme ça tous les jours. Il faut que tu leur parles, ils doivent te donner quelque chose sur New York. À New York, je suis zéro pour zéro. Moi, je suis la Nouvelle-Angleterre. Sans moi, ils perdent la région. Voilà. Mais tu as 60 ans, Willy. Ils ne peuvent pas continuer à te faire voyager comme ça indéfiniment. Oui, il faut que je télégraphie à Portland. J'ai rendez-vous demain matin à la 1e heure chez Brown et Morrison. On a une gamme cette saison. Pourquoi tu passerais pas demain matin voir Howard au bureau pour lui dire une fois pour toutes qu'il doit te donner une carte sur New York? Tu es trop conciliant à la fin. Si Frank Wagner était encore de ce monde, c'est moi qui serais directeur des ventes ici. Ce type-là, c'était réellement quelqu'un, mais son fils, cet Howard, qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il connaît? C'est moi qui ai défriché la Nouvelle-Angleterre pour la Wagner Compagnie. Frank plantait des drapeaux sur sa carte à chaque nouvelle ville qui tombait. Et il me demandait, mais où as-tu déniché ce client? Où as-tu déniché ce client, Willy? Où as-tu déniché ce client? Où se trouve cette putain de ville? Va voir Howard demain et dis-lui tout ça.
Et comment je vais lui dire que j'ai envie d'un morceau de fromage. On va rester, je vais te faire un sandwich. Non, reste, va te coucher, toi. Moi, je vais boire quelque chose aussi. Les enfants sont rentrés? Oui, ils sont couchés. Happy a sorti son frère avec des filles. Tiens. Ah, c'était un tel bonheur de les voir se raser tous les deux l'un après l'autre. Toute la maison sent encore le savon à barbe. Tu as remarqué comme avant? Voilà. Trime comme un âne toute ta vie, paie ta maison traite après traite, mois après mois, et quand enfin elle est bien à toi, mais il n'y a plus personne pour vivre dedans. Plus personne. Voilà. Et alors, Arthur Miller raconte une anecdote qui est étonnante parce qu'il dit que son théâtre doit transformer la société. Il raconte qu'à la première de la pièce, il y avait le directeur d'un grand magasin, d'une chaîne de grands magasins, qui a vu la pièce et il a donné l'ordre à son chef de personnel de ne jamais licencier quelqu'un parce qu'il est vieux. Vous vous rappelez ceci? Yes, that was Bernard Gimbel. It was a great, tremendous department store. C'était un très très gros, It still exists, of course. une grande surface à New York qui existe toujours. Et lorsqu'il a vu la pièce, le soir de la première, il a donné comme instruction que personne ne serait licencié à nouveau parce qu'il avait dépassé la limite d'âge. François Perrier, vous avez alors une admiration commune, c'est pour Louis Jouvet. Car vous avez remarqué... Oui, effectivement, Arthur Miller évoque une représentation de Ondine à Paris, quand il est passé par Paris, en 1945, et où il a vu Jouvet, et il a compris, il a senti le lien, sans comprendre très clairement la langue, et il a senti le lien entre l'acteur et le public, et qui, dans le cas de Jouvet, était tout à fait fascinant. Ouais. Et ce qui m'a émerveillé à l'époque, c'est que Paris était glacial. Et les gens étaient assis, mais ils avaient commencé vers leur par-dessus, ils se frottaient les mains. Et on avait donc ce génie qui lui-même était simplement en pull et qui devait avoir très très froid. Et lorsqu'il parlait, c'était miraculeux parce qu'on voyait que le public était complètement soulevé et oublier ces petites misères. Et pour moi, c'est ça le théâtre. C'est ce que le théâtre est censé réaliser. Alors peut-être votre pièce la plus jouée dans le monde entier, c'est Les Sorcières de Salem. Évidemment, c'est une pièce contre l'intolérance. Et vous dites que lorsque on la joue dans un pays, c'est que généralement, où le pays va vivre des jours difficiles, où il vient de vivre des jours difficiles. That's right. That's right. Mais pas en France. Pas en France. Quand elle a été représentée, il n'y avait pas de... Alors, vous avez assisté à la représentation en France avec Montand, Signoret? Non, on ne m'a pas accordé de passeport pour me rendre en France à l'époque. On m'avait perdu mon passeport, on me l'avait retiré. En fait, c'est le département d'État qui, pendant 5 ans, m'a interdit de quitter le territoire américain. C'est pourquoi je comprends très très bien le sort des gens qui partagent ce genre de difficultés ailleurs. Raymond Rouleau a tiré un film de votre pièce, Les Sorcières de Salem, et c'est Sartre qui en a fait l'adaptation. Mais vous critiquez l'adaptation qu'en a faite Sartre. C'est vrai, parce que je pense qu'il a quand même simplifié à l'extrême tout ce qui se passait. Par exemple, il a créé une opposition entre les riches et les pauvres, selon une analyse extrêmement marxiste. Mais en réalité, à Salem, certains des bourgeois les plus riches ont été pendus, ainsi que certains des pauvres. Donc c'est un peu plus complexe comme intrigue. Deuxième chose, et c'est une chose qui m'a plutôt amusé, c'est qu'il a créé quelque sorte de communauté catholique. Il y avait un crucifix sur le mur. Et il ne pouvait pas imaginer d'autres religions que la religion catholique. Mais je m'en suis surtout pris à cela, la première critique. Et donc, cette pièce, ce film contre l'intolérance nous amène au deuxième acte de cette émission, c'est-à-dire Arthur Miller, l'homme dans la cité, l'intellectuel engagé. Alors, je me tourne vers vous, Philippe Labro. D'abord, votre sentiment sur le livre, avant de... J'éprouve la même admiration et la même fascination que François Perrier, parce que c'est
Toute vie d'homme est unique, mais la vie d'Arthur Miller est particulièrement riche, foisonnante, et la façon dont cette biographie est construite et n'est pas construite, c'est-à-dire cette façon de faire revenir le passé. Il ne raconte pas sa vie de A jusqu'à Z de façon chronologique. Il y a des espèces de retours en avant, de retours en arrière. C'est remarquablement fait, un peu d'ailleurs, comme il construit ses pièces, comme Mort d'un comique voyageur, avec l'utilisation au fond cinématographique de ce qu'on appelle le flashback, dont tout le monde connaît maintenant la technique. Mais c'est pas seulement la technique, c'est qu'il y a une vie extraordinaire, il y a un humour extraordinaire, il y a des scènes absolument extraordinaires pendant l'enfance, en particulier la description du grand-père qui se lève de son lit de mort pour aller cogner sur un rabbin qui lui a fauché ses bijoux. L'arrière-grand-père, oui. Il ressuscite pour aller récupérer des bijoux que lui a fauché le rabbin, ce que personne ne croit, mais lui sait très bien que le rabbin les a fauchés. Il y a des moments d'une drôlerie folle, des moments aussi... La bénédiction, parce qu'il épouse son premier mariage une catholique, oui, alors il la dispense pour être... Les 8 jours passés dans un endroit atrocement ennuyeux du Middle West, avec des parents catholiques, bon genre, et voilà ce juif de Brooklyn qui est là à essayer de gagner une respectabilité qu'il ne gagnera jamais, et finalement c'est lui quand même qui emporte le morceau. Il y a aussi bien sûr toutes ces rencontres, parce que ce livre est une espèce de traversée du demi-siècle, et des portraits pas seulement américains, des portraits de gens que nous connaissons tous, ou que nous croyons tous connaître, Steinbeck, il y a Kazan, Sinatra, Kennedy, Lucky Luciano, une rencontre en Sicile, avec Lucky Luciano, par hasard, dans un restaurant, où en plus Miller fait preuve d'ailleurs, si vous voulez, moi le regret que j'ai en lisant ce bouquin, c'est qu'il n'ait pas écrit plus de romans, parce que je trouve qu'il a une verve et un talent et un regard de romancier prodigieux. Il explique comment Luciano, comme tous les hommes d'ailleurs, avait deux profils. Il avait un profil qui ressemblait plutôt à celui d'un dentiste ou d'un représentant de commerce, et puis il avait un profil de tueur. Et comment, en quelques lignes, Arthur Miller nous décrit ça. Il y a aussi, pardon, mais on ne peut pas s'empêcher de le citer, une ouverture d'un chapitre sur Hollywood. En 10 lignes, il arrive à faire une description à travers les parfums et les odeurs. Moi, je considère que c'est très important pour un romancier, c'est d'essayer d'écrire un endroit, une époque, un moment de sa vie à travers des odeurs. Et c'est vrai qu'Hollywood a une odeur particulière, que nous avons tous connu Hollywood, tous ceux qui ont connu Hollywood ont essayé de la définir. Bien, lui, il y est arrivé. Et je peux vous dire que c'est difficile. C'est un mélange de plastique, d'essence, de femmes un peu bon marché. C'est remarquable. Donc, d'abord, grande écriture et très bien traduite, il faut le dire. Remarquablement traduite. Ensuite, une vie fascinante avec des moments très, très exceptionnels. Et puis, je crois aussi aujourd'hui... Ça va, hein? Ça va. Vous êtes content, là? OK. OK, bon, d'accord. Vous pouvez continuer là-bas. Je suis complètement sincère. Continuer là-bas. Je suis complètement sincère et je pense que tous les gens qui liront votre livre éprouveront la même attraction, le même intérêt, d'autant plus que vous ne vous faites pas de cadeaux. Il dit les choses assez, comme disait très bien Perrier, venons-en maintenant à de façon claire et crue. À l'intellectuel engagé. L'intellectuel engagé, il explique comment il est né au fond dans ce qu'on appelait à l'époque une culture antifasciste, n'est-ce pas? Arthur Miller est ce qu'on peut appeler le représentant type de la gauche américaine, de la grande époque des hommes de gauche américains. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui. Et il explique comment, à travers la crise, bien sûr, à travers les années 30, et à travers une rencontre fortuite, un jour dans la rue, d'un jeune étudiant sur un vélo qui lui a expliqué qu'un jour nouveau, que des lendemains chantants allaient apparaître, comment il a fini par croire à tout cela, et comment il s'est battu contre l'intolérance, contre le FBI, contre le macartisme, contre cette époque terrible des États-Unis qu'on a oubliée, et qui faisait qu'on enlevait son passeport à quelqu'un qui simplement n'était pas d'accord avec l'idéologie dominante. Les listes rouges, tout ce qui s'est passé. Alors, question? Alors, question, d'abord, c'est une question sur votre regard aujourd'hui, parce que vous avez encore le regard de l'enfance, mais aussi celle d'un sage chinois. Il me semble que parfois vous avez mis de côté les idéologies, de côté vos combats et même vos engagements. Vous ne les reniez pas, mais vous les regardez avec une ironie extraordinaire. Vous dites à un moment donné, quand on sait qu'on est arrivé à un certain âge de la vie, quand tout ce qu'on regarde, on le regarde avec dérision. Well, I look at it with a certain amount of, eh bien, écoutez, je regarde les choses I guess, patience avec une certaine patience, je dirais, because aujourd'hui. you see things happen once, Parce twice, three on voit times, les four choses se times. produire une fois, deux fois, se reproduire. You begin to cinq ou six fois. realize Et that if God is on listening, s'aperçoit que he must si be Dieu terribly suit tout amused cela, by eh the bien, whole ça doit quand thing. même l'amuser, ce qui se passe. Because we keep repeating Parce que so nous ne much. cessons de répéter My les choses, views les now actions. are much different than they were in Aujourd'hui, the past, but the j'ai un world point de is vue a lot très different différent too. de ce qu'il était par le passé, mais le monde a changé entre-temps. I think in general,
Et de manière générale, en tout cas en ce qui me concerne, je crois que l'Occident est beaucoup mieux, dans une bien meilleure situation qu'il ne l'était par le passé, parce qu'il y a eu une explosion des cultures classiques anciennes dans ce que nous appelons le tiers-monde, et plus personne ne sait quoi faire, y compris les gens qui sont au beau milieu de la mêlée. Et c'est ça la question qui se pose de façon aiguë. Et donc il s'agit de savoir maintenant comment on va faire évoluer tout cela. Et je n'essaierai pas en quelques minutes de vous dire comment il faut s'y prendre. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'Occident se trouve, en dépit de ses problèmes, dans une situation bien meilleure qu'il ne l'a été par le passé. Oui, mais vous avez cru au marxisme, vous n'y croyez plus, vous semblez n'avoir jamais croire au capitalisme, donc aujourd'hui vous ne croyez ni au marxisme ni au capitalisme. En quoi croyez-vous? Eh bien, je crois qu'il faut fondamentalement et avant tout protéger la démocratie. Alors, peu importe qu'elle soit plus ou moins socialiste ou plus ou moins capitaliste, parce que je crois que la démocratie aurait une coloration différente vis-à-vis du capitalisme socialisme. Ce qui est important et fondamental, ce sont les droits civiques. Et je crois que dans certains endroits, dans certains pays, le capitalisme a eu d'excellents résultats. Dans d'autres pays, comme la Suède, par exemple, eh bien, je crois que le fait de pencher vers le socialisme a donné de meilleurs résultats. L'essentiel, c'est la défense des droits humains. Arthur Miller, est-ce que dans les années 50, Sartre et Camus ont eu une influence sur les intellectuels américains de gauche? Oui, une grande influence. Je pense qu'à l'époque, ils étaient les chefs de file des intellectuels du monde entier. Et ils étaient les porte-parole d'un nouvel humanisme. Je crois qu'on peut employer le mot. Après la terrible calamité que représentait le nazisme et le fascisme, et ils voulaient donc attirer l'attention sur la responsabilité individuelle, plutôt que de se consacrer à de grands ensembles, d'échafauder de grands régimes, de grands systèmes qui pouvaient peut-être représenter de belles théories, mais qui écrasaient l'individu. Et je crois que c'était une merveilleuse contribution de leur part. Il y a dans le livre d'Arthur Miller des phrases et des opinions et des descriptions très dures, très cruelles sur les hommes politiques. Vous semblez les assimiler à des acteurs parfois sinistres. Il y a une description en quelques lignes du premier débat télévisé entre Kennedy et Nixon. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un manque total de charité. Pas plus pour Nixon que Kennedy, dont pourtant Kennedy, vous auriez pu être un des défenseurs. Et puis, quelques pages plus loin, c'est Reagan qui en prend plein sa figure aussi, plein son compte. Et il semble que vous assimiliez, au fond, les hommes politiques d'aujourd'hui à des saltimbanques. Réponse d'Arthur Miller. Écoutez, je crains que la télévision n'ait accentué l'aspect superficiel de la politique, parce que les hommes politiques ont toujours été des comédiens, des acteurs. Ils l'ont toujours été parce qu'il faut bien qu'ils fassent plaisir à un public, qu'ils produisent une impression, tout comme les acteurs. Mais cela, par le passé, c'était simplement une partie de la politique. Mais aujourd'hui, une personne qui, en tant que personnalité, n'a pas une personnalité frappante ne pourra jamais devenir un leader. Et il est probable maintenant que si une personne est intéressante, elle pourra devenir leader, même si elle n'a pas beaucoup à dire aux gens. Donc je crains que l'impact de la télévision aux États-Unis et peut-être ici aussi ne soit catastrophique. Et quand je pense qu'Abraham Lincoln était un homme qui était considéré comme quand même très ordinaire, mais quand même n'était pas très beau à regarder, il avait une voix qui était très fêlée, il avait un œil mal placé par rapport à l'autre, donc il n'aurait probablement pas pu être élu à notre époque en dépit de son génie, parce que tout simplement il avait mauvaise apparence. Il y a un nom qu'il faut prononcer, c'est celui d'Elia Kazan, grand metteur en scène de théâtre et de cinéma, qui a été longtemps votre ami, et avec qui vous vous êtes fâché. C'est une grande douleur dans votre mémoire, Elia Kazan, ou pas? Oui, je crois que cela a été l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie, parce que nous étions très amis.
Cela dit, je crois qu'il y avait une question très importante qui se posait, à savoir la résistance à l'hystérie du macartisme. Et il fallait tenir bon, sinon nous allions tous être balayés. Et je pensais qu'en dépit de l'impression qu'il avait d'avoir raison, je ne pouvais pas accepter son point de vue et je crois que, et je peux dire que c'était extrêmement douloureux pour moi. Cela dit, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un tout en ayant de l'affection pour cette personne et c'est tout à fait ce qui s'est produit pour moi avec vis-à-vis de Kazan. Oui, mais enfin, si vous lui reprochez plus, il vous a trahi, il a témoigné devant la commission des menées anti-américaines et vous considérez qu'il a été au fond un lâche, qu'il a donné tout le monde. C'est ça que vous lui reprochez. Effectivement, mais je pensais également qu'il y a beaucoup de gens qui lui en voulaient tellement qu'ils en ont oublié d'en vouloir au comité macartiste. Et Kazan est devenu un symbole. C'était trop facile d'en faire le bouc émissaire. Alors qu'en réalité, il était également victime. Et il a également été victime à un niveau peut-être plus élevé au point de vue moral. Mais la question que je pose, c'est celle de savoir pourquoi faut-il qu'un artiste, lui, devienne un héros aux États-Unis? Alors, lorsqu'on exige qu'il y ait des héros, c'est peut-être un peu la fin du monde. Mais vous l'avez revu depuis, parce que c'est il y a 30 ans maintenant. Et oui, je l'ai revu, mais je ne l'ai pas vu pendant quelques années, mais ensuite je l'ai revu. Et puis nous avons écrit en 61 une autre pièce ensemble, 61-62, je ne sais plus. Et là, il a été nommé chef du théâtre du Centre Lincoln de New York, c'est-à-dire on essayait de faire un théâtre grand public, un peu comme la Comédie Française ou le National Theatre en Angleterre. Non. Non, je ne l'ai pas pardonné. À l'époque, ce n'était pas vraiment la question. Il était à la tête de ce grand théâtre et il était sans aucun doute l'homme le plus qualifié pour cette fonction. C'était le meilleur metteur en scène que nous ayons jamais eu. Et donc, je voulais faire partie de ce théâtre. Fin du deuxième acte, j'aurais voulu lire un portrait de Malraux qui est absolument, en 8 lignes, qui est absolument inoubliable. Bon, troisième acte, le mari de Marilyn Monroe, ou Marilyn Monroe, épouse d'Arthur Miller. Je voudrais que François Perrier nous lise quelques lignes. C'est l'un des nombreux portraits absolument magnifiques de Marilyn. Allez-y, François. Elle était alors pour moi une sorte de lumière tourbillonnante, tout à la fois un paradoxe et un mystère. Dure comme une fille des rues par moments, puis portée par une sensibilité lyrique et poétique comme peu de gens en conservent après leur adolescence. Parfois, elle semblait considérer tous les hommes comme des petits garçons, des enfants, avec des besoins immédiats que la nature l'avait chargée de satisfaire. Mais dans le même temps, la partie adulte en elle se tenait à l'égard et observait le jeu. Les hommes n'étaient que désirs impérieux et en quelque sorte sacrés. Il lui arrivait de raconter comment, au cours d'une soirée, 2 hommes l'avaient maintenue de force et avaient tenté, en vain heureusement, de la violer. Mais la véracité du récit avait moins d'importance que la distance étrange avec laquelle elle le rapportait. En fin de compte, quelque chose de l'ordre du divin émergeait de cette désincarnation. Elle était complètement incapable de condamner, de juger même des gens qui lui avaient fait du mal, et être auprès d'elle, c'était être accepté, entrer dans une zone lumineuse et sanctifiante après avoir quitté une vie où le soupçon régnait en maître. Elle n'avait aucun sens commun, mais ce qu'elle avait était plus sacré, une vision profonde dont elle seule avait vraiment conscience. Les êtres humains n'étaient que désirs et blessures. Ce qu'elle voulait le plus n'était pas juger, mais être reconnu par une profession cruelle et par des hommes qui ne voyaient en elle que la perfection de la beauté et pas l'humanité. Elle était moitié reine, moitié enfant abandonné,
parfois agenouillée devant son propre corps, parfois désespérée à cause de lui. Voilà. Alors, on va maintenant faire présenter des photographies, un banc titre de, comme on dit dans le jargon, des photographies de Marilyn Monroe avec Arthur Miller. Et alors, vous allez répondre à cette question. Vous dites à un moment, vous la rencontrez à Hollywood, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous dites « Je luttais pour conserver mon mariage et ma famille intacte ». Alors, pourquoi Marilyn Monroe a-t-elle été la plus forte et est-ce que c'est seulement sa beauté qui vous a obligé à changer d'une manière brutale le cours de votre vie? Not really, no. It wasn't sudden anyway. It was several Ça ne s'est years pas fait later. en un jour, c'était plusieurs My années marriage was plus tard. deteriorating. Et mon mariage était déjà en train de It flancher. was really a combination En of fait, factors. Il And one was s'agissait that d'une conjugaison de facteurs, she seemed to entre be the autres le truth fait qu'elle semblait représenter de la human véracité, l'authenticité en tant qu'être and humain. she seemed open to Et the most elle semblait être... absurd and violent contradictions without trying Elle to semblait smooth them se out. prêter aux contradictions les plus violentes sans chercher à les aplanir. Oui. Mais vous lui avez dit au début de votre liaison, tu es la femme la plus triste que j'ai jamais rencontrée. Et curieusement, on pourrait penser qu'elle allait être désappointée. Elle vous répond, tu es le seul homme qui m'ait jamais dit cela. Et elle en est contente. C'est curieux. Well, it wasn't strange to me, but Mais it would have écoutez, ça been ne to m'a other pas people. surpris, mais j'imagine que Yes, d'autres I personnes auraient thought été that she surprises. was Je pensais struggling effectivement with qu'elle a lot of depression. devait combattre I felt that she was une basically dépression très depressed, forte, parce that que she je was pensais qu'elle était basically neurasthénique troubled, et qu'elle avait vraiment de and gros that problèmes constants. all this happiness that she Et que exuded on the toute screen was ce her way bonheur of escaping all extérieur that. était une façon, And she en had- fait, She d'échapper had a way of à sa tristesse. reacting to that Et pressure elle combattait showing cette joy. pesanteur que was the représentait la strangest tristesse en manifestant way of, de la joie. behaving. C'était sa façon. Mais Arthur Miller, elle a pris plus de risques en vous épousant que vous en l'épousant, parce qu'à ce moment-là, vous étiez un intellectuel qui n'avait pas bonne presse aux États-Unis. Donc elle a pris un gros risque en vous épousant. I don't think she ever thought of that. Je ne pense pas qu'elle se soit jamais Quite posé la frankly. question, pour être The sincère. risk didn't bother her Je pense que les risques at all. de cet ordre-là ne It was not l'inquiétaient something of absolument any pas. importance at Pour the elle, slightest. ce In fact, n'avait strictement aucune importance. If it occurred to her at all, En it fait, was probably si that l'idée now lui est venue à l'esprit, perhaps people would take her a little more eh bien, elle a seriously. dû se dire que les gens la prendraient peut-être un than peu they plus had au before. sérieux qu'ils ne l'avaient fait par le passé. Pourquoi dites-vous qu'elle était condamnée dès sa naissance? Of course, she was. Her mother was Mais écoutez, had a mental disease. sa mère She was a était atteinte d'une schizophrenic maladie mentale, elle paranoid était person, had been in schizophrène institutions et paranoïaque. in Elle avait and out été all internée during à Marilyn's plusieurs reprises childhood. pendant The l'enfance father de Marilyn. had vanished. Quant à son and, père, il s'était éclipsé she was brought up by et strangers donc elle a always. toujours été And not only élevée that, but par they des were étrangers. really religious fanatics. Et en plus, ces gens-là étaient And des so, fanatiques because religieux. she was Et not donc, legitimate, étant as donné they called it, qu'elle n'était pas she légitime, was to comme on blame. dit, She c'était elle qui bore the portait la sin responsabilité, qui herself. devait supporter le péché, et elle se until she l'attribuait. was 8 or 9 years old, or Et even jusqu'à later, ce qu'elle ait atteint l'âge de This 8, was 9 ans et drilled même plus into her tard, that she c'est quelque was chose qu'on basically lui a martelé the product dans le of cerveau, sin, à savoir qu'elle était that she le had fruit some du péché. fault. Et que in donc having been elle born, portait elle-même un stigmate even du being fait, born. du Her fait mother même de at sa one point tried naissance. to kill her. Et d'ailleurs, un jour, sa mère a essayé de la tuer en l'étouffant. All this is, of course, part of her myth now. Et aujourd'hui, cela fait But at partie the de time, son it mythe, was, mais je peux vous dire qu'à l'époque, a very painful burden. I c'était think un it's fardeau très finally lourd à what she porter, couldn't c'était quelque chose de manage très to throw douloureux, et at c'est the une chose end. dont elle n'a pas réussi à se débarrasser en fin de compte. Philippe Labro. Oui, d'ailleurs, vous dites, Arthur Miller, quelque chose de très bouleversant à propos de Marilyn Monroe. Vous écrivez que c'était une femme qui avait le don, lorsqu'elle rentrait dans une pièce où il y avait peut-être 30 ou 40 personnes, de tout de suite sentir et voir qui, parmi ces 30 ou 40 personnes, était comme elle, un orphelin. Oui. C'est assez bouleversant. Et d'autre part, vous ajoutez, car au fond, tout repose, n'est-ce pas, sur ce problème de son orphelinat, son abandon. Et c'est la seule question que se pose cette catégorie d'êtres humains, c'est « m'aimez-vous »
Et au fond, on a l'impression que Marilyn n'a pas cessé de demander au monde « m'aimez-vous ?» Elle vous l'a demandé aussi, mais ça n'a pas suffi. Le fait que vous disiez oui n'a pas suffi. Well, it can never be enough. Mais vous savez, ça ne peut jamais suffire. Et c'est ça le problème avec ces gens-là. C'est-à-dire que c'est un puits sans fond. Et on ne peut pas remplir ce puits en y déversant quelque quantité que ce soit. Ils vont continuer à demander. Parce que c'est quelque chose de très profondément ancré dans leur âme qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas être acceptés. Et en fin de compte, ils répètent le même schéma, c'est-à-dire qu'ils seront rejetés et qu'ils vont tout perdre. Donc si l'on veut essayer de dissoudre cela, de le corriger, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile et dans bien des cas, on ne réussit pas. Je connais d'autres comédiens qui sont dans ce cas, qui ont ce genre de caractère et qui n'ont jamais réussi à s'en sortir. Mais ils ont quand même réussi à se constituer une certaine sécurité qui leur rendait la vie possible, mais ils n'ont pas perdu ce trait de caractère. Oui, vous expliquez aussi la chute de Marilyn parce que, là je vous cite, il n'y avait pas d'interstice entre elle-même et la star qu'elle était. Et vous ajoutez même, elle était Marilyn et c'était cela qui était en train de la tuer. Yes, well, she was asking from this profession, from her work. Elle attendait de son métier de comédienne une certaine rassurance de façon implicite. Et cette rassurance, vous l'obtenez lorsque vous êtes sur les planches pendant une heure, mais dès que vous cessez de travailler, elle est perdue. Et je crois que c'était ça qu'elle recherchait, justement. Elle essayait de se rassurer et d'obtenir auprès de son art une rassurance qu'elle ne pouvait espérer obtenir. Vous avez ici un grand acteur qui peut vous dire qu'une fois que vous avez quitté les planches, eh bien, vous êtes vous-même de nouveau. Oui, c'est quelquefois dur. Oui. Entre Willy Loman et... le commis voyageur et... Willy Loman, j'entre dans Willy Loman avec beaucoup de joie et de plaisir parce que je considère que c'est une immense pièce et que c'est un formidable personnage et autour aussi il y a des personnages absolument extraordinaires. Mais je dois dire que je ne suis pas fâché de le quitter à minuit. Oui, oui. Parce que je ne pourrais pas vivre très longtemps avec lui. Continuellement. Mais je l'aime beaucoup. Oui. Alors, je reviens à Marilyn. Il y a la faute des journalistes. Vous montrez très bien que les journalistes, autant ils étaient couchés aux pieds de Marilyn, ils étaient béats d'admiration, de vénération, ou alors ils étaient d'une agressivité épouvantable à son égard. Et puis c'est la faute de l'Amérique. Vous dites ceci, issue des années 40 et 50, Marilyn était la preuve que le sérieux et la sexualité ne peuvent cohabiter dans la conscience américaine, qu'ils étaient antagonistes. Je crois qu'il n'y a pas que l'Amérique qui soit touchée par cela. Je crois que ça se passe également ailleurs, c'est-à-dire la France et l'Italie, et un peu partout. Mais je crois que c'était peut-être un peu pire aux États-Unis, surtout jusqu'aux années 60, mais elle a combattu cela jusqu'à la fin. Quand vous dites que c'est un peu universel, c'est pas tout à fait vrai, parce que je vais vous donner une citation de votre livre. Une autre citation. Il était évident que le sexe et le sérieux ne pouvaient cohabiter dans la même femme, et cette maladie typiquement américaine n'était pas près de disparaître. Typiquement américaine, dites-vous. Oui, mais de toutes les façons, sur les maladies américaines, vous êtes plus que sévère, puisqu'il y a une autre formule fulgurante qui dit qu'au fond, la religion non reconnue de l'Amérique, c'est l'autodestruction. Effectivement, mais je crois que c'est justement le cas. Nous avons même pratiquement une industrie qui est spécialisée là-dedans. C'est malheureusement exact. Vous êtes très, très dur sur la civilisation américaine. Par moments, il y a des... Dans bien des cas, je pense que les choses vont très très loin.
prenons comme exemple les comédiens que j'ai connus et qui ont rapporté un énorme succès et qui se sont véritablement détruits eux-mêmes. Et c'est une chose épouvantable. Je ne voudrais pas citer d'autres noms, mais la liste est longue. Et ces gens-là ne sont pas des ratés, ce sont des gens qui ont eu un grand succès. J'en viens aux Misfits. Vous avez écrit le scénario, les dialogues des Misfits pour être agréable à Marilyn, je dirais même pour la sauver, et c'est là que vous l'avez perdu. C'est un cruel échec. C'est tout à fait exact. Quand vous vous rappelez un échec pareil, c'est terrible pour être agréable d'écrire un film pour quelqu'un, pour dire je vais la sauver, et c'est justement cette pièce qui vous a séparé à tout jamais. C'est donc un formidable échec d'écrivain d'une certaine manière. In that sense, yes. Oui, vu comme ça, oui. Ouais. Yeah. But I had hoped that Cela dit, she would finally have j'avais a espéré serious dramatic role. qu'elle could show some of pourrait her donc ability. obtenir des rôles Because until dramatiques that time, she had avec never been succès used et in montrer son anything talent, parce que excepting jusqu'à présent, very light jusque-là, comedies. on lui avait donné des rôles And de she herself comédie wanted to extrêmement play légers, a et serious role. elle-même souhaitait jouer des rôles tout à fait sérieux. Alors on va la revoir dans un extrait des Misfits, c'est donc c'est un film de John Huston, et on va la voir dans un dialogue avec Clark Gable, et vous allez voir, c'est absolument une scène déchirante, qui annonce, on peut le dire, la fin de Marilyn. I don't know where you're at. Jay, I'm with you. I'm here with you. But what if someday, suddenly you turn around and you don't like me anymore? Like before, when I first got hurt, you start to give me a look. I know that look, and it scares me, Jay. I couldn't be with strangers anymore. Honey, I got a little mad, that's all. That don't mean I didn't like you. Didn't your papa ever spank you and then pick you up and give you a big gift? He did, didn't he? I was never there long enough. Strangers spank me for keeps. Oh, Jay, love me, love me. Meet up now, okay? Yeah, okay. Okay. Let's get some sleep. Yeah. Yeah, when we make out, I'd farm, run some cattle, maybe. I'm a pretty good man, Watson. Best man you'll ever see. I'll show you tomorrow up the mountain. Not many can keep up with old Gay. You wait and see. C'est quand même inouï, Arthur Miller, de penser que cet appel au secours, c'est vous qui l'avez écrit. C'est inouï. Oui, mais vous dites aussi un peu plus loin qu'au fond, quand vous parlez de la pièce que vous avez écrite peu après la mort de Marilyn Monroe, vous dites qu'au fond, c'est parce qu'on essaie de secourir les gens comme ça qu'on échoue, puisqu'on veut les aider, et donc on dissimule leur échec. Et c'est en dissimulant leur échec qu'on les fait tomber un peu plus. Well, the impulse is there. Bien évidemment, on a l'élan de l'aider et il faut bien suivre son élan. Je ne suis ni philosophe ni médecin, je ne suis qu'un artiste et donc j'ai des impulsions et je pense que je dois obéir à mes impulsions parce qu'on ne peut pas toujours prédire ce qui va se produire, c'est même très rare. Oui. Bien sûr, mais une dernière question, oui, pardon. Oui. Votre livre est traversé par cette culpabilité, cette mauvaise conscience qui doit habiter tout homme intelligent. Et sur Marilyn, aujourd'hui, vous vous êtes débarrassé de votre culpabilité, 30 ans plus tard? Oh, I'm not. I don't feel guilty about Marilyn. I feel Je ne ressens pas de culpabilité à l'égard de Marilyn. That she. I still feel that there must have been some way that she could have avoided. J'ai toujours l'impression qu'elle aurait pu éviter cette mort prématurée, mais je ne sais pas comment. Cela dit, j'ai fait ce que je pouvais.
Donc, je ne me sens pas personnellement coupable et je crois qu'il ne m'incombait pas de faire plus que ce que j'ai fait. Bien d'autres personnes se sont efforcées d'intervenir de façon moins énergique, les médecins, mais ils n'y ont pas réussi. Alors, fin du troisième acte, Marilyn Monroe, avec un autre petit portrait, extrait évidemment des mémoires d'Arthur Miller, portrait de Marilyn encore. Je ne comprenais pas comment Marilyn était arrivée à symboliser une sorte d'authenticité. Peut-être était-ce simplement qu'en la voyant, les hommes devenaient infidèles et les femmes folles de jalousie, et qu'alors les compromis ordinaires de la vie paraissaient terriblement hypocrites, et que son corps seul était un blanc faisceau de vérité. Elle savait qu'elle pouvait arriver dans une soirée et faire le même effet qu'une grenade, détruire d'un sourire des couples jusqu'alors en bonne harmonie, et elle appréciait ce pouvoir, bien qu'il lui rappelât cette vieille et lugubre vérité que rien ne dure dans la vie. C'est ce pouvoir-là, justement, qui l'anéantirait un jour. Voilà, alors quatrième acte, la rencontre André Brink, Arthur Miller sur le plateau d'Apostrophe. Monsieur Brink, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Alors, donc, vous ne vous êtes jamais rencontrés, soyez le bienvenu. Voilà. Voilà. Alors, c'est curieux que vous ne soyez jamais rencontrés parce que c'est aussi un autre aspect de votre livre. Vous racontez que vous avez été nommé président du Pen Club International, qui est l'organisation mondiale pour la défense des écrivains, et vous n'avez jamais rencontré Brink. Non, je ne crois pas. Non, non, effectivement pas. Bon, alors est-ce que vous connaissez le... Je crois qu'il est trop jeune. Lorsque je présidais l'International Pen, c'était dans les années 60 et je ne pense pas qu'à cette époque-là, vous étiez déjà écrivain. Oui, à l'époque, j'avais une trentaine d'années. Ah oui, donc vous écriviez déjà? Oui. Et vous apparteniez au Pen Club déjà? Pas à cette époque-là, non. Parce qu'en Afrique du Sud, à cette époque-là, le Pen Club voulait dire des vieux gens qui dînent une fois en mois. Est-ce que les pièces d'Arthur Miller sont jouées en Afrique du Sud? Ah ben oui. Oui? Ah oui, souvent, presque toujours. Oui. Et moi, j'étais un fan d'Arthur Miller depuis très très longtemps. Oui. Et je crois même que dans mon œuvre à moi, j'ai beaucoup à lui dire merci, parce qu'il m'a beaucoup influencé. Je me rappelle une situation très spécifique à propos d'incident à Vichy. Oui, l'incident à Vichy, qui est une... Oui, il y avait un essai écrit par un écrivain noir sud-africain, justement sur cette pièce, dans lequel il décrivait des situations extrêmes historiques où l'oppresseur et l'opprimé se rencontrent dans le silence, où il n'y a rien qu'on peut se dire, ils se regardent, il n'y a qu'un regard, et le mot dont se servait cet écrivain noir sud-africain, Noël Shabani, c'était « ils se regardent dans un turbulent silence », donc une phrase dont je me suis servi pour le titre d'un de mes livres en français. Un turbulent silence. C'est ça, oui. Ouais, exact, ouais, très bien. Et vous, Arthur Miller, est-ce que vous connaissiez au moins de réputation André Brink? Oh yes. Tout à fait. Unfortunately, I just started reading this book. Je viens à peine de commencer à lire son livre. Je lis le français, mais lentement. Et j'ai lu 40 pages de ce livre fascinant. Ah oui, c'était la seule forme que je pouvais choisir dans ces circonstances-là, parce qu'au milieu des années 80, pendant 2 années, il ne m'arrivait pas d'écrire un seul mot parce que j'avais pas le temps. La violence dans le pays était telle et toujours telle qu'il est très difficile de trouver le temps d'écrire. Donc à ce moment-là, la seule façon d'écrire, c'était de prendre 1 heure par jour, peut-être 2 heures par jour. Donc je ne pouvais pas construire une grande architecture. Je devais prendre une petite histoire, ajouter une autre, ajouter un peu d'actualité, ajouter quelque chose d'autre, mêler les différentes histoires, de sorte d'en faire un roman, d'essayer d'en faire un roman. Alors, donc, Stock publie cette semaine votre dernier roman, État d'urgence, traduit de l'anglais par Michel Courtois-Fourcy,
et qui raconte une double histoire d'amour, et à travers laquelle vous vous posez la question, est-il possible, en Afrique du Sud, pour à la fois de vivre et d'écrire une histoire d'amour qui ne fasse pas appel à ce qui se passe à l'extérieur et qui est horrible en Afrique du Sud. C'est ça le sujet. Ah oui, absolument. Et c'est là, pour moi, une des questions les plus importantes dans la situation actuelle en Afrique du Sud. Pas seulement la question d'écrire une histoire d'amour, mais la question de vivre intact, de vivre en isolation, d'essayer de vivre un amour qui ne soit pas pénétré de l'extérieur. Et la situation là-bas est telle qu'on ne peut jamais se retirer du monde, on ne peut pas s'isoler, on se plonge toujours dans le monde et il faut apprendre à vivre avec ça. Oui. Alors, oui, votre réponse à cette question que je posais, elle est non, elle est 2 fois non, puisque dans les 2 histoires d'amour que vous racontez, la première, c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse dans un hôtel au bord de la mer d'un homme qui est un proscrit, et histoire tragique qui va mal se terminer. La deuxième histoire, qui est la plus longue, c'est les amours d'un professeur d'université avec l'une de ses étudiantes qui a 30 ans de moins que lui, qui devient son assistante. Et là aussi, c'est une histoire d'amour qui ne peut pas échapper à l'environnement brutal de l'apartheid. Oui, mais il y a quand même une troisième réponse. Oui. C'est que dans ces 2 histoires d'amour, c'est l'échec. À la fin, oui, on ne peut pas réussir. Mais quand le lecteur arrive à la fin de ce roman, il a quand même entre ses mains un roman d'amour. Il a quand même, entre autres choses. Alors il faut dire aussi qu'il y a une troisième lecture de votre roman, c'est qu'à la fois vous racontez comment l'écrivain est en train d'écrire ce roman d'amour, se demande s'il ira jusqu'au bout, et à la fin il dit non, finalement je n'écrirai pas, mais quand il dit ça, le roman est déjà écrit. Oui, mais c'est peut-être un autre que celui qui voulait écrire. Oui, c'est ça. Alors je voudrais avoir la réponse d'Arthur Miller à cette question. Est-ce que l'on peut écrire un roman d'amour, est-ce que l'on peut vivre un roman d'amour sans tenir compte d'une violence extérieure? Well, writers like us can't. Écoutez, les écrivains comme nous ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas faire abstraction de la société. Mais ce que je trouvais très intéressant dans ce livre, c'est que, en reconnaissant la difficulté, justement, il a intégré la société à son roman d'amour. Et je crois que le procédé est brillant. Autrement dit, on intègre le lecteur au problème. Il y a même une troisième histoire d'amour dans votre livre, parce que l'écrivain qui raconte se rappelle qu'en 1968, il était à Paris pendant les événements de mai, il y a donc bientôt 20 ans, et qu'il a vécu une histoire d'amour avec une Antillaise. Hein? Oui, ça aussi. Et c'est une histoire qui change sa vie aussi. Ah oui, et bien sûr, il y a une partie autobiographique là-dedans, parce que moi aussi, je passais l'année de 68 à Paris. Je n'avais pas un amour avec une Antillaise, mais malheureusement pas, mais je vivais toute l'expérience de 68 à Paris. Oui. Et c'était justement le tournement le plus important de ma vie. Ça a été oui. Ah oui, parce que c'était cette expérience-là qui m'avait renvoyé en Afrique du Sud. À ce moment-là, j'avais l'intention d'explorer les possibilités de m'installer ici à Paris en permanence, et puis je me suis rendu compte du fait que si l'écriture était important, il fallait le faire sur place. Oui. Ce qui devient de plus en plus difficile, bien entendu. Alors, il y a une rencontre qui est tout à fait curieuse. On a parlé de Willy Loman, que joue François Perrier, L-O-M-A-N, et votre personnage, le professeur, s'appelle Philippe Malan, et l'héroïne s'appelle Mélissa, pas Loman, c'est Lotman. Il y a un T de différence. Aviez-vous remarqué cette... Ah oui. Hein, Loman chez vous et Lotman chez Brink. Oui, il y a un tout petit jeu dedans, c'est qu'en afrikaans, la première moitié de ce mot-là, de ce nom-là, lo ou lot, ça veut dire sort. Et man, ça veut dire homme. Donc elle apporte le sort de cet homme-là. Oui. Bien. Arthur Miller, est-ce que vous considérez que le problème des Noirs aux États-Unis est un problème réglé maintenant? Oh no. Absolument pas. Not at all. It has not been solved. Il n'est pas résolu, il n'est pas vraiment en cours de solution. Et à moins que l'on ne trouve de nouvelles méthodes pour attaquer le problème, il va s'aggraver. Et c'est un gros problème. Je pense qu'il y a dans la civilisation américaine un talon d'Achille. Et s'il y en a un, c'est bien ce problème noir. Parce que
Lorsque l'on a essayé de résoudre ce problème par telle et telle méthode, les résultats ont été médiocres. Mais dans la plupart des cas, on ne s'en est pas vraiment soucié. Oui. Mais est-ce qu'il y a des échanges entre les écrivains blancs, sud-africains, et les écrivains américains à propos de l'apartheid? Est-ce qu'il y a une lutte commune entre les écrivains? J'en ai pas l'impression, non. Il y a des contacts sur le plan personnel entre quelques écrivains sud-africains et quelques écrivains américains, mais pas, il n'y a pas d'effort commun, non. Et même pas les écrivains noirs américains? Selon ce que je sais, il y a quelques-uns parmi les écrivains noirs américains qui ont influencé quelques écrivains sud-africains, mais pour la plupart, la lutte sud-africaine pour les écrivains noirs a resté quelque chose à eux. Oui. Arthur Miller, quand vous avez été président du Pen Club, et puis parce que vous êtes devenu un écrivain universellement connu, on a souvent utilisé votre nom, avec votre accord bien entendu, pour intervenir dans des histoires déplaisantes d'écrivains emprisonnés. Ça vous est souvent arrivé? That's right, yes. Effectivement. At International Pen, I tried to begin a vigorous Pen Club, movement j'ai to tenté use de pen lancer as a un means mouvement énergique of pour essayer de se alleviating servir the situation of de writers du in any Pen country Club pour who were essayer de venir en aide under aux official, écrivains dans punishment quel que of soit one leur kind or pays another. qui faisaient And l'objet from de time to time, persécutions. it was Et useful. à It was l'occasion, successful, cela a donné de bons I résultats. have to say that Cela dit, number je of dois writers reconnaître que imprisoned in the le world now nombre is greater than d'écrivains it's ever been. emprisonnés dans le monde The aujourd'hui writers are the n'a first jamais people, of été course. aussi important. By that I Parce mean que journalists as well as les écrivains, et dans lesquels j'englobe les journalistes, historians and scholars, ainsi que les they're historiens, the first people to be eh bien, attacked ces by gens-là sont les premiers à être regime attaqués because they par are les the voice régimes totalitaires parce that qu'ils must sont be les silenced. porte-parole, ce sont des voix que l'on veut Penn étouffer, que and l'on veut Amnesty bâillonner. International is Et another donc, one. Pen Does a Club certain et amount of Amnesty good, but International we oughtn't fool font un ourselves certain and travail, think mais il ne faut that pas this s'illusionner. problem is solved. It is not. Le problème est loin d'être résolu. Mais enfin, votre nom a servi, par exemple, à sortir de prison un écrivain qui allait devenir célèbre, qui est devenu célèbre l'année dernière. C'est un prix Nobel de littérature. C'est l'écrivain nigérian Wole Soyinka. Rappelez-nous, racontez comment. Well, I was informed. I didn't know Soyinka. Je ne connaissais pas Soyinka. I was informed that he Mais was on m'a might be shot shortly. Dit qu'il devait être because, fusillé he sous was peu captured by one parce side qu'il or the avait other in the été Biafran emprisonné conflict. par l'un des camps And later I found out that au he cours was du trying to make conflit peace biafrais. between the two Et je me suis sides. aperçu qu'en In fin de any compte, case, il essayait General Gowon de jouer les intermédiaires et decided that de he promouvoir was la paix entre les deux. treacherous. He was a traitor. Et donc And on they l'a had him in accusé a de cage traîtrise et on somewhere. l'a enfermé dans une cage, tout simplement. Execution was supposed to be Et imminent. on devait And l'exécuter the sous London peu. office of Penn Le called me bureau and said that there was londonien de Pen Club m'a British appelé businessman who was on his way to et Kenya. on m'a informé qu'il y And, avait un homme would d'affaires I give him a britannique message? qui So se I rendait gave him au sent him Kenya. a Alors telegram je and lui ai asked him, donné un if message possible, to ask for my friend Soyinka, et whom of dans course lequel I je never demandais, met j'intercédais at that pour point, mon to ami give him Soyinka. a, Je précise que je ne le connaissais toujours his- pas, mais his enfin, freedom. donc j'intercédais And, pour qu'on le libère. Gowon was supposed, according to this businessman, a man named D'après Davis, cet homme d'affaires, il s'appelait looked at my telegram and he Davis, donc said, il a was reçu mon this man télégramme. married to Marilyn Il a dit, Monroe? est-ce que c'était le And he mari said, de yes. He Marilyn said- Monroe? And he La réponse était telegraphed oui. me. Alors il m'a And he said, retélégraphié, yes, il m'a dit he felt that you were very important. que And, c'était he let him out. quelque chose de très And I important. met Soyinka for et the first donc, time only et j'ai 2 months rencontré ago, 3 months ago, Soyinka pour because la he had a première fois, play on at voici 3 Lincoln mois, Center. parce qu'on a joué une And de we ces had a pièces little au laugh Lincoln about that. Center et nous avons But, bien ri de l'aventure. It sometimes Mais je works peux vous dire que very well. There's parfois ça donne another d'excellents résultats. fellow who's living here in Et il y Paris. a quelqu'un d'autre qui aujourd'hui Arabal, habite who is Paris, a c'est Spanish player. Arabal, And that is Spanish born. donc And né he en went Espagne. back to Spain when Franco was Et there. il est retourné en And, Espagne à l'époque où Franco He foolishly autographed one of his était books encore à la for tête de somebody l'État. and made Et some un peu stupidement, il remark a about Franco autographié in the book. un de ses and he was promptly arrested. livres And they were going en y to ajoutant sentence des him to 8 observations. or 10 years in Et prison. on l'a arrêté et donc And on I sent a l'a telegram to condamné the à judge, 10 who, ans by de prison. Et good fortune, j'ai eu la chance de was a pouvoir great adresser un télégramme admirer of Death of a au Salesman. juge qui était un He grand had seen it admirateur de only la mort d'un recently in commis Spain. voyageur.
And he said, well, you Et get out of the country. il lui a dit, bon écoutez, Never alors, come back quittez le here pays, with mais those surtout ne vous nasty amusez pas à remarks remettre les about pieds dans le Franco. pays et ne faites And jamais de Harabal remarques péjoratives got à out. propos de So Franco. sometimes Et c'est comme ça qu'Harabal you s'en est can make a sorti. little difference. Donc il arrive de A temps lot en of temps que difference l'on puisse for an donner un individual, petit coup de but pouce ou même un grand coup de it's pouce. terrible. The situation Mais is awful. il n'en demeure pas moins que de manière générale, la situation est catastrophique. Mais vous continuez à agir en faveur des... Oui. Et d'ailleurs, vous êtes allé en URSS il n'y a pas très longtemps, invité... But our big problem now is places like Chile. Oui, mais par exemple, le This Chili is a est un major des problem pays où right now. les problèmes They are sont parmi les threatening, plus graves. Et au Chili, From time to time, at the moment, they are doing that. They're threatening the actors in the theater. on inquiète et on menace de mort les acteurs dans le théâtre parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils y disent. It's a terrible situation. Donc c'est une situation absolument alarmante. Bien, dernière question, Monsieur Arthur Miller. Qu'est-ce que vous écrivez maintenant? Vous continuez d'écrire des pièces de théâtre? I just finished writing a film. Je viens de terminer le scénario d'un film Presque tout le monde qui s'appelle gagne. Presque tout le monde gagne. Oui. C'est une comédie alors? It is a comedy, yes, oui, but it's very c'est une serious. comédie, mais c'est quand même très sérieux. And Carol Rice is just arriving now Donc in nous Paris. attendons We're Carol gonna work Rice tomorrow à and the next Paris day on this et film. nous allons travailler. Elle va And, travailler he will pendant 2 direct it. jours. Il va travailler pendant 2 And, jours sur ce film qu'il doit donc I hope we will mettre en scène. shoot it, Et j'espère que the end of nous the summer allons, in d'ici la fin de l'été, United pouvoir States, le tourner in aux Massachusetts. États-Unis, Ouais. dans le Massachusetts. Je reprends un peu ce que disait Philippe Labro tout à l'heure. Il me semble qu'avec l'âge, vous êtes devenu plus, je ne sais pas, un peu plus humoristique, un peu plus détaché, un peu plus ironique. Non? I think so, yes. Yes, I C'est bien figure possible. Ouais. nothing Je me dis que... terribly bad can happen if I make a joke. Écoutez, si je fais une blague et si je me trompe, rien de vraiment grave ne va arriver. Un peu plus gai. Très bien. Merci. Alors, je signale que dans le livre de poche, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même les Misfits d'Arthur Miller dans la collection 10-18. Et puis, il y a Robert Laffont publie, c'était publié il y a très longtemps, mais une nouvelle édition du théâtre d'Arthur Miller avec Ils étaient tous mes fils, Mort d'un commis voyageur, Les sorcières de Salem, Je me souviens de Deux lundis et Vue du pont, aux éditions Robert Laffont. Et puis alors, Mort d'un commis voyageur, dans le texte que jouent François Perrier et ses camarades, c'est Jean-Claude Grimbert. Alors, ça a été adapté par, c'est une nouvelle adaptation de Jean-Claude Grimbert et qui publiait dans la collection très précieuse, qui publie beaucoup de pièces de théâtre, c'est-à-dire la collection Actes Sud papier. Donc si on veut le texte même que joue François Perrier et ses camarades... Il est toujours en vente dans les théâtres où nous jouons. Voilà, mais enfin on peut l'acheter aussi en librairie. Oui, bien sûr, absolument. Bien entendu. Voilà. Alors à propos de l'Afrique du Sud, Alan Paton est mort cette semaine. Vous avez dû bien le connaître, je suppose. Oui. Alors évidemment son chef-d'œuvre, un best-seller mondial, c'est Pleurs au pays bien aimé. Il est mort, il avait 86 ans, je crois, Alan 85. Paton. 85, voilà. Et puis, à propos de l'Afrique du Sud, Europe vient de publier un numéro spécial consacré aux littératures d'Afrique du Sud. Vient de paraître aussi de Pierre-André Albertini, qui a été en prison d'Afrique du Sud, un Français en apartheid aux éditions Gallimard dans la collection Vive du sujet. C'est un témoignage qui vient de paraître cette semaine. Ça, c'est un film qui s'appelle Le Cri de la Liberté, qui est sur nos écrans actuellement, de John Brayley, Le Cri de la Liberté aux éditions Belfond. Et enfin, ce roman qui vient de sortir, mais que je n'ai pas lu, vous devez le connaître, de Wessel Eberson. Vous connaissez ? Oui, j'en ai entendu parler. Vous ne connaissez pas. Les Greniers de la colère, c'est traduit de l'anglais par Éric Sarner et c'est aussi aux éditions Bernard Coutaz. Alors, parce que c'est le Salon du Livre, donc je vous engage vivement à aller demain, après-demain et les jours suivants au Salon du Livre. Il y a beaucoup de livres présentés, beaucoup d'auteurs qui signent leurs ouvrages. Alors, des ouvrages qui se rapportent, disons, à la profession du livre. Tous les formats, ça c'est un annuel, c'est tous les livres au format de poche. C'est l'édition 1988, publiée aux éditions du Cercle de la Librairie. C'est tous les ouvrages qui sont publiés en édition de poche et qui sont disponibles. Vous voyez, le livre augmente d'année en année, ça devient un énorme bouquin. À propos de bibliothèque, la véritable histoire de la bibliothèque d'Alexandrie par Luciano Canfora aux éditions Des Jonquers. C'est une bonne histoire de cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie.
à lire au moment du Salon du Livre. Denis Colère, J'apprends à lire avec le journal. C'est pour les enfants de 2 à 8 ans aux éditions Red. Ça peut rendre service. Ça, c'est par Denise Dupont-Escarpite et Claude Lapointe, le guide des illustrateurs du livre de jeunesse français. C'est publié aux éditions du Cercle de la Librairie. Et puis enfin, par aux éditions Atienne Magnard Nathan, un livre des hommes, de lecteur au lecteur. C'est tout ce qui concerne la fabrication d'un livre, les métiers du livre, donc par Gérard Finel et Daniel Sassier. Et puis, je vous signale qu'à Apos, dimanche soir, j'ai reçu la romancière grecque Margarita Karapanou pour son roman, non, c'est lundi soir, je crois, pour le Somnambule. Alors, je voudrais dire aussi à propos du Minitel, vous faites donc 3615 Apos et qu'il y a toute une opération liée au Salon du Livre, c'est-à-dire que tous les soirs, à 18h30, vous pouvez converser en direct avec l'un des invités. Aujourd'hui, c'était Hubert Nissen, l'éditeur, que j'ai d'ailleurs reçu aussi la semaine dernière. Alors, demain soir, à 16 avril, à 18h30, vous tapotez, et en direct, vous pourrez répondre à José Arthur, qui vient de publier Parlons de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Dimanche, vous pourrez dialoguer en direct avec François Nourricier pour En avant, calme et droit. Lundi 18 avril, avec le prix des libraires Yves Simon pour Le Voyageur magnifique. Mardi 19, avec Annie Ernaux pour son livre Une femme. Elle a d'ailleurs été mon invitée il n'y a pas longtemps, à Apostrophe. Et mercredi 20 avril, à 18h30, avec Kenny Zemourad pour son best-seller de la princesse morte. Voilà. Toutes ces nouvelles sur le Minitel. Donc, je vous engage tous à aller... Vous allez au Salon du Livre, Monsieur Miller? Répondez-moi en français, là. Répondez-moi en français. Je ne sais pas à ce moment parce qu'il me faut travailler demain. Ah, demain. Mais ce serait bien. Mais ça va être l'émeute, hein, si vous y allez. Ça va être terrible pour vous. Hein. Really? Si on vous voit au Salon du Livre. Bien. Je vous remercie beaucoup d'être venu spécialement pour cette émission. Merci. Et merci aussi André Brink. Je suis ravi que, comme vous étiez de passage à Paris, de pouvoir vous réunir avec Arthur Miller. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.